L'e-learning, on a l'impression que c'est absolument partout, tout le temps maintenant. C'est devenu un standard, oui. C'est ça, c'est fini le temps où c'était un peu un gadget. Du coup, la vraie question aujourd'hui, c'est plus de savoir si on doit enseigner en ligne, Non, ça c'est acté. c'est plutôt comment. Comment on fait pour éviter de créer ces usines à clics où on s'endort littéralement sur le bouton suivant. Et pour que l'apprentissage soit réel au final. Voilà, pour que ça marque vraiment les esprits. C'est tout l'enjeu. Et c'est là qu'intervient une discipline assez fascinante, je trouve. La scénarisation pédagogique. C'est vraiment l'art de concevoir une expérience qui a du sens. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on va explorer un peu ensemble. Et pour ça, on a mis la main sur une vraie pépite, un guide méthodologique, mais alors ultra détaillé. La méthode conceptuette. Oui, qui vient du Centre d'innovation pédagogique de l'Université de technologie de Troyes. C'est une vraie plongée dans la salle des machines. On va voir comment on transforme un savoir brut, en un parcours qui captive. Donc notre mission pour cette discussion, c'est un peu de décortiquer cette méthode, de suivre le cheminement d'un concepteur De l'idée de départ. jusqu'au design de chaque écran, pour voir comment on bâtit une formation qui soit non seulement structurée, mais qui donne envie. Qui donne envie d'aller jusqu'au bout, surtout. Alors, justement, par où est-ce qu'on commence? Le guide est très clair là-dessus, on ne se lance pas comme ça, tête baissée. Non. Pas de maison sans plan, pas de film sans script. C'est la même chose. Et tout commence avec 2 documents qui sont un peu les fondations, le cahier des charges et le synopsis. Exactement. Le cahier des charges, c'est vraiment le point de départ, le document non négociable. C'est ce qui met noir sur blanc le besoin. C'est ça. Pour qui on fait ça? C'est quoi le but final? Et puis, surtout, quelles sont les contraintes? Ah oui, budget, temps, technologie. Toutes les contraintes. En gros, c'est la commande du client, dans toute sa réalité. Et une fois qu'on a cette commande, on répond avec le synopsis. J'aime bien le mot, ça fait tout de suite penser au cinéma. L'analogie est parfaite. Le synopsis, c'est la première esquisse créative. Il prend les contraintes du cahier des charges et il les transforme en une vision. En une proposition. En une proposition, oui. C'est là qu'on va dire, bon, voilà la grande histoire, voilà comment on va découper le parcours en modules, et voilà la stratégie pédagogique qu'on propose. Donc son rôle, c'est de s'assurer que tout le monde est d'accord avant de lancer la grosse machinerie de production. C'est un document de validation qui est absolument crucial. Ça évite de passer des mois à développer un truc magnifique. Pour s'entendre dire à la fin « Ah, mais c'est pas ça que je voulais ». Exactement. C'est comme pitcher le résumé d'un film pour décrocher le financement. On se met d'accord sur l'intrigue avant de crier action. D'accord, le cadre est posé, maintenant il faut remplir ce cadre. Et là, on touche au cœur du sujet, ce que les gens vont réellement apprendre. Le mot « apprendre », c'est un peu un mot fourre-tout. Et le guide insiste beaucoup sur un outil pour clarifier ça. C'est la fameuse taxonomie de Bloom. On en a plus ou moins toutes et tous entendu parler, mais là, on voit vraiment comment ça force à faire des choix. Ce qui est, je trouve, génial avec cette taxonomie, c'est qu'elle nous donne une sorte de... De langage commun, pour parler de la même chose. pour parler de la profondeur de l'apprentissage. En fait, elle hiérarchise les objectifs sur 6 niveaux, du plus simple au plus complexe. D'accord. On commence tout en bas avec ce qu'on appelle la connaissance. Et là, c'est juste la mémorisation de faits bruts. Le fameux par cœur de l'école, réciter une définition. Le par cœur classique, oui. Juste au-dessus, on a la compréhension. Là, on doit être capable de reformuler une idée avec ses propres mots, de l'expliquer. Ok, ça va un peu plus loin. Et puis ça devient vraiment intéressant au 3e niveau, l'application. Là, on doit utiliser le savoir pour résoudre un problème concret dans une situation nouvelle. Et ça, j'imagine, c'est souvent ce que visent les formations en entreprise, non? On ne veut pas seulement que les gens connaissent la nouvelle procédure, on veut qu'ils sachent l'appliquer. Précisément. Et après, on monte encore. On entre dans la pensée de plus haut niveau. L'analyse, où on décompose l'information. La synthèse, où on crée quelque chose d'original. Et tout en haut, Tout en haut, le Graal, l'évaluation, c'est-à-dire la capacité à porter un jugement critique argumenté. et le piège, ce serait de rester bloqué tout en bas, j'imagine? C'est le piège classique. C'est tellement plus facile de créer un quiz à choix multiples pour vérifier si quelqu'un a mémorisé un fait. Que de monter une simulation complexe. C'est une autre paire de manches. Beaucoup de modules e-learning échouent, pas parce que le contenu est mauvais, mais parce qu'ils visent des objectifs trop bas sur l'échelle de Bloom. Ils ne développent pas de compétences réelles. L'exemple du réglage de l'oscilloscope dans le guide est très parlant pour ça. Oui, il illustre parfaitement ce lien. Pour une connaissance procédurale, comme régler un appareil, un objectif de niveau connaissance, juste nommer les boutons, est presque inutile. Ça ne sert à rien. Ça n'a de valeur que si on vise au minimum le niveau application.
Être capable de faire les réglages seul, sans aide. Le verbe qu'on choisit, nommer, expliquer, calculer, critiquer, nous place tout de suite à un certain niveau de la taxonomie. Et ça dicte tout le reste. C'est fascinant cette précision. Mais bon, avoir un objectif clair, c'est une chose. Comment on choisit la bonne route pour y arriver? Un module pour un technicien seul chez lui, c'est pas conçu comme un séminaire pour une équipe de managers, on est d'accord. Absolument pas. Et c'est ce que le guide appelle, je cite, le nœud du travail du concepteur, le choix de la stratégie. Alors comment on fait? Pour y voir clair, il propose une grille de lecture très simple mais très puissante. Elle est basée sur 2 axes. Le premier, est-ce que l'apprenant travaille seul ou en groupe? C'est l'axe individualisation versus collaboration. C'est ça. Et le second axe, c'est la dimension temporelle, en temps réel ou en différé. L'axe synchrone versus asynchrone. Et en croisant les deux, on obtient 4 grandes familles. 4 territoires exactement. Alors, explorons-les un peu. Le plus connu, j'imagine, c'est l'individuel et asynchrone. Oui, c'est le module d'auto-formation classique, celui qu'on peut suivre à 3 heures du matin si ça nous chante. C'est le roi de la flexibilité et de la formation de masse. Son avantage, c'est que une fois qu'il est construit, Le coût pour former une personne de plus est quasi nul. Mais attention, son coût de conception initiale est exorbitant. Et son plus grand ennemi, c'est l'abandon. c'est le chemin solitaire de l'apprentissage. Complètement. Et à l'opposé du spectre, on aurait le collaboratif et synchrone. La classe virtuelle. L'exemple type, oui. Tout le monde se connecte en même temps pour échanger, débattre, construire ensemble. C'est fantastique pour l'émulation, la co-construction. Mais c'est lourd. C'est lourd à organiser, il faut que tout le monde soit disponible et son coût de fonctionnement est élevé. Il faut un tuteur, un animateur très présent. Et entre les deux, il y a le collaboratif asynchrone. Ça me semble intéressant. Ça l'est beaucoup. Pense à un forum de projet, un wiki sur lequel une équipe collabore. C'est parfait pour des gens sur des fuseaux horaires différents qui doivent quand même construire quelque chose ensemble. Chacun apporte sa pierre à son rythme. Voilà. C'est un peu le meilleur des 2 mondes, sur le papier, mais ça demande une très grande autodiscipline. Donc finalement, le choix d'un modèle d'apprentissage, comme le socio-constructivisme qui dit qu'on apprend mieux avec les autres, Ah ben ça a des conséquences très concrètes. ça nous pousse directement vers les cases collaboratives. Tu mets le doigt dessus. Si on a une conviction, disons, behavioriste, l'apprentissage par stimulus-réponse, on va adorer les quiz automatisés de l'auto-formation. Bonne réponse, 10 points. C'est ça. Si au contraire on est socio-constructiviste, on va considérer que la connaissance se construit dans l'interaction. Et là, notre design va privilégier des forums, des projets de groupe. La philosophie de départ détermine toute l'architecture. Bon, on a notre stratégie, le synopsis est validé, maintenant il faut écrire. Le guide appelle ça le scénario détaillé. Et là, j'ai l'impression qu'on passe de l'architecte au réalisateur de film. C'est exactement ça. On est au niveau du script technique, plan par plan. C'est-à-dire qu'on décrit ce qu'il y a à l'écran, seconde par seconde. On décrit tout. Quel texte s'affiche, quelle image on utilise, quel commentaire audio, quelles questions on pose et quel feedback on donne pour chaque réponse. C'est un travail de moine. Et ce travail, il est guidé par des principes. Le premier qui m'a sauté aux yeux, c'est l'acronyme KISS. Keep it short and simple. La règle d'or pour ne pas noyer l'apprenant. Une seule idée principale par écran, des phrases courtes, des médias qui vont droit au but. On lutte en permanence contre la tentation d'en mettre trop. Contre la surcharge cognitive. C'est ça. Et justement, parlons-en de cette charge cognitive. Le guide mentionne des choses très précises, comme le principe de l'attention splittée. Ça m'a vraiment intéressé. C'est un point fondamental. Le principe est simple. Notre cerveau a des canaux de traitement de l'information limités, notamment un canal visuel et un canal auditif. D'accord. Si on met à l'écran une animation complexe et un long texte qui l'explique, en même temps on sature le canal visuel. L'apprenant fait des allers-retours entre l'animation et le texte. Et il perd le fil. Et il finit par ne rien comprendre. Alors que la solution, c'est de combiner les canaux. C'est ça. C'est beaucoup plus efficace d'accompagner la même animation par un commentaire audio. L'œil se concentre sur l'animation, l'oreille sur l'explication. Voilà, on utilise les 2 canaux en parallèle sans qu'ils se cannibalisent. C'est un détail de conception, mais qui peut changer radicalement l'efficacité. On évite le flashy inutile. Et on se concentre sur ce qui aide vraiment le cerveau à travailler. Mais au-delà de ces optimisations cognitives, il y a un élément qui semble absolument crucial pour que la mayonnaise prenne. Le fil conducteur. C'est ce qui donne une âme. C'est le liant, c'est la narration. Le fil conducteur,
C'est l'histoire, le problème concret, ou même l'univers fictionnel qui va donner de la cohérence à tout le parcours. Sans ça, c'est juste une suite de chapitres. Une succession de chapitres et d'exercices. Avec un fil conducteur, ça devient un voyage, une quête. Et là, la conception devient un art. On transmet plus juste du savoir, on crée une expérience mémorable. Tout à fait. L'exemple du viaduc de Milo dans le guide est parfait. Au lieu de donner une liste d'exercices abstraits sur la résistance des matériaux, On met l'apprenant dans la peau de l'ingénieur. exactement, il est sur le chantier du viaduc. Il doit résoudre des problèmes concrets pour que le pont tienne. Et là, les mêmes calculs prennent soudain un sens, une finalité. C'est très puissant. Mais c'est risqué aussi, non? C'est aussi risqué. Si l'histoire est infantilisante ou déconnectée de la réalité du public, l'effet peut être désastreux. On a un scénario parfait, une narration engageante, et pourtant, les sources sont formelles. Même le meilleur module du monde est souvent voué à l'échec s'il n'y a pas un humain dans la boucle, le fameux tuteur. Le tuteur, qui en fait porte plusieurs casquettes. Ce n'est pas juste un prof qui répond aux questions. Non, au début, il est surtout un facilitateur technique, c'est ça? Oui, il aide à surmonter la peur du clic, il s'assure que personne n'est bloqué par un mot de passe oublié. Il est un peu le geek de service bienveillant en quelque sorte. Un peu, oui. Mais son rôle évolue très vite. Dans une formation collaborative, il devient un animateur de communauté, un régulateur des échanges. Il s'assure que tout le monde participe. Que les discussions ne partent pas dans tous les sens. Il est aussi un évaluateur qui fournit un feedback constructif. Et ce qui est intéressant, voire contre-intuitif, c'est que son but, c'est pas d'être omniprésent. C'est au contraire de savoir s'effacer. C'est tout le paradoxe. Le modèle de Gilly Salmon présenté dans les sources est très éclairant là-dessus. Ce modèle en 5 étapes. Oui, il montre que la présence du tuteur doit être dynamique. Elle est inversement proportionnelle à la maturité du groupe. À la première étape, accès et motivation, il est très présent, très directif. Il tient la main. Voilà. Puis, à la deuxième étape, socialisation en ligne, son rôle change. Il devient un créateur de liens, il brise la glace pour que les gens osent échanger. D'accord. Se met en retrait, jusqu'à devenir presque un observateur silencieux à la fin. C'est ça, à la dernière étape, développement, le groupe est autonome. Les apprenants se répondent, se régulent, s'entraident. Le tuteur n'intervient qu'en cas de blocage majeur. Le signe d'un tuteur a réussi, c'est quand le tuteur devient inutile. Il a rendu le groupe souverain de son propre apprentissage. C'est exactement ça. Si on fait un peu le bilan de cette exploration, ce qui est frappant, c'est la rigueur du processus. La scénarisation pédagogique, c'est vraiment tout sauf de l'improvisation. Non, c'est une véritable architecture pure qui repose sur des choix très conscients. Des objectifs d'apprentissage ciselés avec la précision de la taxonomie de Bloom. Et des stratégies claires sur la manière dont les gens vont interagir ou non entre eux. Mhm. Et le tout est cimenté par 2 éléments qui sont finalement plus humains que techniques. La force d'une bonne histoire, ce fameux fil conducteur, Qui donne du sens. et l'intelligence de l'accompagnement, ce tuteur qui sait être présent juste comme il faut. C'est une très bonne synthèse. Et ça ouvre une question un peu vertigineuse pour l'avenir, je trouve. C'est-à-dire, On vient de voir une méthode très structurée, très intentionnelle pour concevoir l'apprentissage. Mais en parallèle, on voit arriver des intelligences artificielles qui promettent de générer des parcours sur mesure, à la volée, pour chaque individu. ah oui, La question est donc, quelle sera la place de ce scénariste pédagogique humain demain ? Ce savoir-faire pour créer du sens, de la cohérence narrative, pour insuffler de la motivation. Est-ce que ça deviendra la touche humaine irremplaçable qui fera toute la différence ou est-ce que ça sera à terme rendu obsolète par des algorithmes ?